Ça fait déjà plusieurs années que le sujet de la crise climatique occupe l'avant-scène. Pourquoi lui consacrer maintenant cette table ronde? Depuis quelques mois, nous assistons à une multiplication d'initiatives qui, depuis la simple recommandation jusqu'à la contrainte réglementaire, commencent à tisser la toile de nouvelles obligations climatiques pour les entreprises. Par le passé, nous avons appris les conséquences pour les métiers d'une révolution normative. On se souvient ainsi du pouvoir structurant de Solvabilité 2, bien au-delà des métiers du pilotage, ou encore des implications de la directive distribution d'assurance pour les équipes commerciales. Si une partie de la nouvelle réglementation est encore en cours de gestation, il n'est pas trop tôt pour s'interroger sur leurs conséquences pour les salariés de la branche. La toute récente loi Climat et Résilience nous donne une autre raison de s'intéresser à ce thème. Désormais, le comité social et économique aura examiné les activités de l'entreprise au regard de leurs conséquences environnementales. Ainsi, ces questions deviennent un objet du dialogue social à part entière. Last but not least, l'attractivité de nos entreprises pour les collaborateurs de demain se jouera aussi sur ces thèmes. Pourquoi venir travailler dans l'assurance plutôt que dans un autre secteur ? Pour une génération montante en quête de sens, un engagement RSE crédible fait certainement partie de l'argumentaire. Des candidats pourraient se demander comment, dans son domaine, le poste que vous me proposez se relie-t-il aux questions environnementales. C'est à cette question qu'avec les représentants des différents métiers, nous aimerions cet après-midi commencer à répondre. Pour cette première revue, nous avons mis 4 domaines métiers à notre programme. L'asset management, l'environnement de travail et le support aux équipes, les systèmes d'information et le pilotage économique, comptable et financier. Pour chacun de ces domaines, Joël Proin, Vincent Damas, Anne-Sophie Luce et Fabrice Auger témoigneront de l'impact de la transformation en cours dans les métiers qui les concernent. Mais avant cela, plantons le décor. Que peut-on dire aujourd'hui du cadre réglementaire qui se présente ? Pour répondre à cette question, j'invite Viviane Leflève à s'installer au pupitre. Viviane Leflève, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable du secteur assurance pour KPMG France. Vous êtes aussi responsable du centre d'excellence réglementaire et comptable de votre cabinet. Merci donc de nous brosser le tableau de cet environnement réglementaire en pleine effervescence. Merci. Bonjour à tous. Donc, avant de dresser le panorama de la réglementation qui est effectivement riche en la matière, je voudrais rappeler rapidement le contexte dans lequel elle s'inscrit et les attentes auxquelles elle constitue l'une des réponses, en ayant évidemment en tête que la démarche RSE ne saurait évidemment se limiter à une mise en conformité avec la réglementation. Et ces attentes, elles sont à la fois nombreuses, elles sont fortes, de la part de toute une série de parties prenantes. Il y a des attentes vis-à-vis des clients. À titre d'illustration, on peut citer que 6 Français sur 10 indiquent qu'ils seraient prêts à prendre en considération des éléments environnementaux ou sociétaux dans leur choix d'investissement. Il y a des attentes des partenaires économiques. Maintenant, il n'est plus un partenariat qui se noue sans que les partenaires échangent également sur leurs engagements. Des attentes vis-à-vis des salariés. On sait notamment, en particulier pour les plus diplômés, que l'engagement sociétal et environnemental d'une entreprise ou d'un secteur est un critère de choix de plus en plus important. Des attentes de la société civile. Et c'est bien dans ce cadre-là que l'environnement financier et l'environnement réglementaire évoluent. Et puis, bien évidemment, c'est également une réponse aux différentes crises environnementales ou sociales que l'on voit aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, la démarche RSE, c'est nécessairement une démarche globale qui impacte l'ensemble des fonctions des assureurs. Ça commence évidemment par la stratégie même de l'entreprise. Quels sont les produits qu'on veut proposer, dans quel contexte on les présente. Ça peut aller jusqu'à effectivement impacter l'objet social et la raison d'être de l'entreprise. Ça impacte
à l'évidence la gestion des risques. Ces risques sociaux et environnementaux, il faut les identifier, les évaluer, les maîtriser. Et ce rôle d'ailleurs dans la gestion des risques, c'est pour les assureurs eux-mêmes, mais c'est également le rôle dans la prévention, et notamment par la souscription, l'incitation, soit par des mesures de prévention qu'on demande dans le cadre de la souscription, soit par des tarifications qui peuvent être plus ou moins incitatives, un rôle également à la maîtrise de ces risques chez les clients des assureurs. Qui dit nouvelles attentes dit conception de nouveaux produits et services, ou plus précisément, c'est soit des nouveaux produits, des nouveaux services, soit une adaptation des produits et services existants aux nouvelles attentes. Ces attentes, il faut les identifier, y répondre, et donc là, on voit assez naturellement l'impact que ça va avoir sur la partie marketing et sur la partie distribution. On voit à l'évidence des exemples en termes de gestion des sinistres. On a un certain nombre d'assureurs qui modifient leurs pratiques de gestion des sinistres pour aller vers des modalités qui sont plus durables. Alors, on peut penser, par exemple, au fait de favoriser la réparation par rapport au remplacement, mais il y a de multiples exemples dans la gestion des sinistres. Et puis, enfin, on peut même dire que ça a commencé par là dans la plupart des organismes d'assurance, la gestion d'actifs, puisque évidemment, en tant qu'investisseur institutionnel, les organismes d'assurance ont un rôle clé à jouer dans l'orientation des financements. Ces 6 fonctions de l'entreprise d'assurance, ce sont celles qui sont mises en évidence dans les principes pour une assurance durable, principes des Nations Unies. Et puis après, une entreprise d'assurance, comme toute autre entreprise, a également des fonctions transverses qui vont être tout autant touchées par les problématiques RSE. Donc, on peut penser à la finance et la comptabilité avec toutes les problématiques de reporting, les ressources humaines, évidemment, les achats, on en parlait en lien avec la gestion des sinistres, mais de manière plus générale, l'environnement de travail. Et puis, à partir du moment où l'assurance, c'est beaucoup la gestion de la donnée, on voit évidemment l'enjeu clé sur la partie informatique. Et cette démarche globale, elle se traduit concrètement en action. Alors, le chiffre que vous voyez ici, 30% des dirigeants prévoient d'investir plus de 10% des revenus de leur entreprise dans la transformation vers un modèle plus durable. Alors, il est issu du CEO Outlook que KPMG fait chaque année pour 2021. Alors, ce n'est pas uniquement là sur le secteur de l'assurance, mais ce que je voulais montrer, c'est de dire qu'on voit maintenant une démarche qui se traduit concrètement en action. On n'est pas ou on n'est plus uniquement dans le supplément d'âme que certains pouvaient voir dans la démarche RSE. Alors, bien évidemment, il y a toujours eu des pionniers qui avaient déjà mis cette démarche au cœur de leur démarche d'entreprise, mais on voyait parfois le fait que finalement c'était quelque chose qu'on faisait en plus et parfois un peu à côté de l'activité. Et là-dessus, on voit une véritable modification des comportements et de plus en plus la volonté de le remettre au cœur de la stratégie. Et c'est bien dans ce contexte-là qu'on voit effectivement un cadre réglementaire qui est aujourd'hui largement en construction. Certaines briques sont déjà en place, mais la plupart sont en construction. Et ce cadre réglementaire, il est neuf, mais déjà très dense. Alors, pour vous dresser un panorama, ce qu'on a essayé de faire, c'est de regrouper un peu tous ces textes suivant 3 grandes catégories, et c'est comme les 3 mousquetaires, il y en a 4 en fait. Donc la première catégorie, c'est les réglementations autour de l'information financière et extra-financière. Alors, ce cadre réglementaire, il est beaucoup d'inspiration européenne. L'Union est clairement en pointe sur ce sujet. Il est composé de certains textes qui sont déjà applicables. C'est le cas de la Non-Financial Reporting Directive, NFRD, qui d'ores et déjà donne lieu à la déclaration de performance extra-financière, et puis de textes comme la taxonomie, la SFRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui, eux, sont encore d'application entre aujourd'hui et dans quelques années. L'objectif de ces textes-là, c'est d'abord d'accroître la transparence et donc de donner de l'information. Donc on va donner de l'information sur les performances extra-financières.
Le deuxième objectif, c'est aussi d'orienter les flux financiers vers une économie durable. Donc d'abord, ça suppose d'identifier les différentes activités, et ça, c'est l'ambition notamment de la taxonomie, donc de définir des différentes activités. Et puis une fois qu'on les a identifiées, on va les taguer, on va mesurer la proportion des activités plus ou moins durables, on va donner de l'information et on va inciter à l'intégration de ces éléments dans les politiques d'investissement. Et ça, la réglementation donc SFDR vise à ça, comment ces informations RSE vont être intégrées dans le processus d'investissement, qu'il s'agisse de l'investissement pour le compte propre de l'assureur, donc l'actif général, ou des produits qui sont proposés, donc typiquement des unités de compte. Donc l'ensemble de ces réglementations-là, elles ne sont pas spécifiques au secteur de l'assurance, mais forcément, les organismes d'assurance étant des entités d'intérêt public vont être spécialement concernés. Et puis, sur la partie orientation des financements, ça s'adresse à l'ensemble des secteurs financiers, mais évidemment, l'assurance en fait partie. Deuxième grand volet réglementaire, c'est la réglementation prudentielle, et donc pour l'assurance, Solvabilité 2. Et là encore, la démarche RSE, on va la retrouver dans différents aspects de la réglementation prudentielle. Donc d'abord sur la partie quantitative, donc le pilier 1, quand on pense risques environnementaux, assez naturellement, on va penser aux catastrophes naturelles. Et là, c'est donc, on voit donc dans la proposition que la Commission a faite tout récemment, donc en septembre, au Parlement et au Conseil européen dans le cadre de la revue 2020 de Solvabilité 2, la proposition de donner mandat à EIOPA pour revoir de manière régulière non seulement le calibrage, mais aussi le périmètre même du SCR sur les catastrophes naturelles. Dans cette même proposition, la Commission européenne propose également de donner un mandat à EIOPA de réfléchir d'ici juin 2023 au traitement prudentiel des actifs liés à des objectifs RSE identifiés grâce à la taxonomie. Donc, même si on ne dit pas précisément qu'il s'agit des exigences de capital sur le risque de marché, traitement prudentiel d'actifs, ça fait quand même penser a priori qu'effectivement, c'est une intégration dans le cadre du pilier 1. Mais on voit également que ces préoccupations RSE, donc sur l'environnement et le climat, mais pas uniquement, on va les trouver aussi dans d'autres endroits de la directive, et notamment dans le pilier 2. Et donc il y a une partie qui est d'ores et déjà actée et qui entrera en vigueur donc à l'été prochain, qui est l'intégration des préoccupations RSE dans la gestion des risques et dans les différentes politiques. La politique de souscription, la politique de réassurance, la politique de gestion des placements, et en lien assez étroit avec cette dernière, dans le principe dit de la personne prudente, donc sur la partie de la gestion d'actifs. Le pilier 2, c'est aussi une partie quantitative, qui est donc la propre évaluation par l'entreprise de ses risques et de sa solvabilité, Own Risk and Solvency Assessment, l'ORSA. Et là, il s'agit de prendre en compte les risques liés au changement climatique, avec des scénarios qui sont en lien avec les scénarios des 2 degrés, dans le cadre de l'ORSA. Et donc là, la proposition, c'est que ça s'appliquerait à toutes les entreprises soumises à Solvabilité 2, à l'exception de celles qui seraient identifiées comme ayant un profil de risque faible, Low Risk Profile, qui est aussi une nouvelle notion qui serait introduite dans le cadre de la revue 2020. Enfin, en termes de pilier 3, alors cet aspect-là ne relève pas de la directive et donc il n'est pas couvert directement par la proposition de la Commission, mais là-dessus on a une proposition d'EIOPA d'intégration dans le rapport public sur la situation financière et la solvabilité, le SFCR, des informations sur les aspects environnement et climat. Donc, alors, tout ça, c'est en cours d'élaboration. La plupart de ces textes donc, se font dans le cadre de la revue 2020 de Solvabilité 2. Donc, pour la partie qui relève de la directive, on rentre dans le trilogue. Ensuite, on a la transposition. Donc, on sera probablement sur une application plutôt au plus tôt 2024 ou 2025. En revanche, certains aspects qui relèvent uniquement du règlement, c'est notamment le cas des éléments sur le reporting,
pourrait être anticipée. Troisième grand volet, c'est la réglementation qui est liée à la protection de la clientèle, aux pratiques commerciales. Donc là aussi, on a un texte européen et qui dit clientèle et texte européen, c'est évidemment de la directive sur la distribution d'assurance qu'il s'agit. Et là, l'idée, c'est de dire qu'il y a des attentes fortes des consommateurs, des clients. Il faut qu'ils puissent, les exprimer avec l'idée que ça va faire pression sur les organismes d'assurance pour répondre à cette attente-là. Et donc, l'idée, c'est d'intégrer de manière explicite les objectifs et les préférences des clients en matière de durabilité dans le processus de conception des produits. Et donc ça, ce serait applicable courant 2022. C'est cette même idée de à la fois répondre aux attentes des consommateurs et faire en sorte que ça nourrisse le développement chez les assureurs qu'on retrouve dans la loi Pacte avec les dispositions visant à favoriser les fonds d'investissement socialement responsable ou les fonds labellisés transition énergétique, avec là, suivant les dispositions, certaines qui sont déjà en vigueur et d'autres au 1er janvier 2022. Donc vous voyez, ces réglementations, elles sont riches. Et puis le quatrième mousquetaire, si vous voulez, c'est le fait qu'un organisme d'assurance, comme tout organisme, il a aussi un certain nombre de réglementations plus générales, mais dans lesquelles on va trouver également des éléments liés à la démarche RSE. On voit à l'évidence les règles de gouvernance. On peut penser notamment au texte sur la mixité. On a les réglementations sociales. On peut voir aussi dans certaines réglementations fiscales, par exemple le pilier 2 de BEPS 2.0, la fiscalité citoyenne. Et donc, on peut également inscrire l'ensemble de ces réglementations dans une démarche RSE prise au sens large. Donc, comme vous le voyez, il y a une réglementation encore en gestation, mais déjà extrêmement dense, et qui nécessairement aura des impacts sur un grand nombre de métiers de l'assurance. Merci beaucoup, Viviane Leflève. Vous voyez qu'il y a du pain sur la planche. Je vais inviter maintenant nos deux premiers témoins métiers, donc Joël Proin et Vincent Damas, à me rejoindre autour de la table ronde. Donc, fin 2021, le montant des placements financiers des assureurs représentait 2 658 milliards d'euros. Donc, les enjeux d'un investissement responsable d'une telle masse de capitaux sont donc considérables. Ils sont partagés par tous les acteurs de la gestion d'actifs en général. Pour nous en parler, donc, nous accueillons Joël Proin. Bonjour Joël et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du département gestion des placements au sein de la direction de la gestion des actifs de la Caisse des dépôts. Un investisseur de référence, s'il en est, investisseur institutionnel de référence en France. Joël, comment fait-on pour rendre des investissements financiers compatibles avec les objectifs de transition énergétique et écologique ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de me retrouver dans cette maison que j'ai connue il y a quelques années à titre professionnel aussi, ayant passé 15 ans dans le monde de l'assurance. Mais je suis quand même un peu le vilain petit canard puisque je ne fais pas partie de cette belle maison. Néanmoins, la Caisse des dépôts a eu l'occasion de travailler étroitement avec la Fédération française de l'assurance sur ces sujets-là. Et donc, nous sommes ici en terrain ami. Alors, la Caisse des dépôts est un acteur qui, historiquement, s'est positionné sur ces sujets d'investissement responsable très en amont. Nous fêtons cette année le 20e anniversaire de la création de Novetic, filiale à 100% de la Caisse des dépôts, qui est le premier média sur ces sujets d'investissement responsable. En 2006, nous étions membres fondateurs des Principles for Responsible Investment des Nations Unies et c'est endogène à la gestion de la Caisse depuis très longtemps. Alors, comment fait-on pour répondre à la question de Michel ? Eh bien, il y a 5 points. Le premier point, d'abord, on finance. Viviane a parlé il y a un instant de la taxonomie. La taxonomie désigne ce qui est vert et donc on va financer ce qui est vert. Mais il ne faut pas se leurrer, le pourcentage de ce qu'on finance quand on finance ce qui est vert reste relativement faible. Deuxième point, c'est qu'on va exclure.
parce qu'il y a du brown ou du marron très foncé, tellement foncé qu'il est presque noir, et donc on va le mettre de côté. Je veux parler par exemple du financement du charbon, du financement du pétrole et du gaz non conventionnel. Et là, les seuils d'exclusion ne cessent de descendre et beaucoup d'investisseurs institutionnels sortent de ces investissements parce que c'est la seule façon de mettre un signal fort sur le fait que ces investissements sont de plus en plus incompatibles avec la transition écologique et énergétique. Le troisième aspect, c'est qu'on va s'engager sur l'ensemble des actifs. On disait « how to shift the trillions », parce qu'effectivement, on peut se concentrer sur le financement, mais l'enjeu, c'est finalement comment faire transiter la grosse masse des actifs. Et pour cela, on va quatrièmement engager, et on va se mettre à plusieurs pour engager, en particulier la Caisse des dépôts et membre fondateur en 2019 de la Net Zero Asset Owner Alliance, qui vise à mettre nos portefeuilles en net zéro en gaz à effet de serre en 2050, avec des cibles de réduction tous les 5 ans, donc 2025 pour aujourd'hui. Et nous sommes très heureux de faire cela avec 5 membres aujourd'hui de la FFA. Il y a 5 assureurs sur les 8 signataires français. Je ne compte pas les filiales françaises de signataires étrangers. Et donc, on se met ensemble pour définir des méthodologies, pour engager les entreprises, mais aussi pour engager les gouvernements, puisqu'on voit bien qu'il y a besoin d'un cadre politique pour qu'on arrive à l'objectif. Et le dernier point, il a été souligné il y a un instant, et je reviens dessus, c'est les risques, puisque nous avons de plus en plus de demandes en interne, mais aussi par les régulateurs, de mesurer les risques. Merci Joël. Quels sont alors au sein de l'asset management les métiers impliqués dans ces politiques ? Et qu'est-ce que cela signifie immédiatement ou à terme dans l'organisation, le contenu de l'activité et les compétences ? Alors, à la Caisse des dépôts, nous sommes dans une situation un peu spéciale puisque beaucoup d'assureurs ont externalisé leur gestion d'actifs dans une filiale dédiée. À la Caisse des dépôts, nous gérons 95% de nos actifs en interne. Et donc, je représente à la fois ce qui est souvent la direction des investissements de l'assureur, et son gestionnaire d'actifs, puisque nous couvrons les 2 types de métiers. Et donc, nous sommes organisés avec 3 pôles, un pôle taux, un pôle action-fonds et un pôle immobilier, avec 2 services d'appui, un service allocation et un service investissement responsable. Alors, je dirais qu'il y a 4 points pour moi. Le premier, c'est le recrutement. Dans le propos introductif, Michel y a fait allusion. C'est une proposition de valeur attractive. À la Caisse des dépôts, nous sommes un établissement public, on n'a pas de stock option, on ne peut pas proposer des packages qui vont concurrencer beaucoup, mais le fait que nous soyons un établissement public, là, depuis 205 ans, avec l'intérêt général, avec ces aspects de préoccupation d'investisseurs responsables, eh bien c'est pour les gens que nous souhaitons attirer une proposition de valeur qui finalement fait très souvent écho, et je suis frappé quand je fais des entretiens de recrutement de voir à quel point dans le regard des candidats, eh bien ça éveille une lumière qui est tout à fait positive. Le deuxième point, c'est la rémunération. Alors il faut bien, et ça, je parle à une population de RH, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, les métiers ESG, donc ESG, environnement, social, gouvernance, investissement responsable, sont sous une énorme pression. Tout le monde veut recruter. KPMG veut recruter, les assureurs veulent recruter, les asset managers veulent recruter, les régulateurs veulent recruter, les consultants veulent recruter, tout le monde veut recruter, sauf que les promotions ne sont pas extensibles. Et donc, il y a une inflation des salaires dont il convient de tenir compte, parce que ce sont des talents qui deviennent rares, a fortiori si vous cherchez quelqu'un qui a quelques années d'expérience en la matière. Donc ça, il faut en tenir compte. Ce n'est pas des fonctions annexes, support, etc. Quand vous avez un analyste qui est spécialisé sur ces sujets extra-financiers, c'est vraiment une perle à soigner. Le troisième aspect aussi côté RH, c'est la formation. La formation est nécessaire, en particulier pour les gens qui sont déjà en place. L'article 29 de la loi énergie-climat impose aux assureurs, à la Caisse des dépôts, à tous les autres investisseurs de regarder les aspects de biodiversité. Moi, quand je parle avec mes gérants de la biodiversité, ils me disent « Joël, je veux bien, mais comment je fais ?» J'aime bien les rhinocéros blancs, mais dans mon boulot, comment je fais pour les intégrer dans mes choix de décision de gestion d'actifs? Et donc là, il est nécessaire de faire des actions de formation régulières pour justement faire descendre cette connaissance au sein des équipes et que les gérants puissent se les approprier. Et puis, quatrièmement, il y a l'implication. Alors l'implication, comme je disais, pour ceux qu'on recrute, la lumière dans le regard fait qu'ils sont d'accord, mais pour ceux qui sont en place, parfois... Bon, il faut quand même un peu les stimuler sur ces sujets-là.
Et la population qu'il faut stimuler, je constate, diminue fortement d'année en année. Mais à la Caisse des dépôts, tous nos gérants sont des gérants analystes, financiers et extra-financiers. De sorte que, explicitement, dans la formule de la part variable de la rémunération, il y a au minimum 10%, entre 10 et 20%, qui sont alloués à la façon dont ils ont performé sur ces sujets extra-financiers, de façon à aligner les intérêts. Merci beaucoup, Joël. C'était très clair. Je crois que ça nous donne un beau panorama à la fois de comment fait-on dans l'asset management pour se connecter à ces enjeux climatiques et derrière ce que ça implique effectivement sur les compétences en termes d'activité et de métier. Je me tourne vers Vincent Damas. Bonjour Vincent. L'impact des bâtiments et sites d'exploitation est un autre levier pour agir contre le réchauffement climatique. Vous êtes directeur responsabilité sociétale et environnementale chez CNP Assurance. Merci d'être avec nous. En 2019, la CNP a annoncé son installation en 2022 dans un nouveau siège satisfaisant, je cite le communiqué de l'époque, aux normes environnementales les plus avancées. En quelques mots, pouvez-vous nous dire ce qu'imposent ces normes ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, on va déménager dans un an à Issy-les-Moulineaux, dans un écoquartier qui s'appelle Issy Cœur de Ville. Et donc, on a 2000 salariés qui sont aujourd'hui à Paris ou en région parisienne qui vont se retrouver dans un immeuble neuf. Et pour ceux qui connaissent notre bâtiment au-dessus de la gare Montparnasse, on passe d'un immeuble construit dans les années 70 à un immeuble construit en 2020. Donc, on fait un saut de 50 ans. Et cet immeuble est aux dernières normes. Donc, il y a 4 labels qu'aura cet immeuble. Le HQE Construction, qui certifie les normes environnementales d'énergie, de confort et de santé pour les occupants. Un label Biodiversity, qui est assez peu courant encore, qui est sur la prise en compte des enjeux de biodiversité dans les parties et les espaces verts, par exemple, autour de l'immeuble. Un label Bâtiment Énergie Positive, puisqu'il devrait être soit à zéro consommation, voire même créer de l'énergie plus qu'il n'en consomme. Et un dernier label WELL, qui est lui non pas sur des sujets environnementaux, mais plutôt sociaux, donc de bien-être et de confort des salariés. Donc il aura ces 4 labels aux dernières normes. Et non seulement on va avoir ces labels à la construction, mais on veut aussi prolonger ces efforts dans la durée de vie de cet immeuble, puisqu'on peut avoir un immeuble très performant, mais faire n'importe quoi, mettre le chauffage à 25 degrés ou la clim très froid, ce qui serait idiot. Donc on va s'engager dans une démarche de certification dans la phase d'exploitation par la suite pour maintenir ces aspects environnementaux et sociaux dans le temps. Alors, comment, j'imagine, on voit bien la multiplication de ces normes dans ce domaine comme dans bien d'autres. Un tel projet implique, j'imagine, des montées en compétences dans certains métiers. Dans l'assurance, nous avons une famille de métiers, je rectifie mon vocabulaire, un domaine de métier, puisque c'est la nouvelle terminologie qui s'appelle environnement de travail et support aux équipes. Pour ces métiers-là, comment ces développements se traduisent-ils sur leur activité, leur métier et leurs compétences ? Donc, il y a plusieurs évolutions assez profondes du métier environnement de travail, donc qui s'occupe de nos immeubles d'exploitation. La première, c'est sur cette démarche de certification en exploitation qui est nouvelle. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne faisait rien en matière d'environnement avant dans nos immeubles, mais ce n'était pas aussi professionnel. Et c'est tout, ce n'était pas sous le regard d'un auditeur externe qui vient vérifier qu'on respecte le cahier des charges du label ou du certificat. Et donc, il y a tout un travail sur la collecte de données sociales, sociétales, les consommations d'énergie qu'il faut respecter pour respecter les seuils du label. Et quant à notre nouvel immeuble, il sera ce qu'on appelle les smart buildings, donc on parlait tout à l'heure de la digitalisation avec le télétravail. L'autre conséquence, c'est que les immeubles se numérisent aussi. Et donc on a un building operating system, qui est une sorte de système d'exploitation, non plus de notre PC ou de notre smartphone, mais de l'immeuble, qui, avec des tas de capteurs partout, permet de bien le gérer. Donc, par exemple, de moduler la climatisation en fonction du nombre de présents, qui peuvent varier tous les jours en fonction du télétravail, d'optimiser toutes sortes de consommations. Et donc, on voit un rapprochement entre les métiers de l'IT et les métiers de l'environnement de travail et de la maintenance immobilière, qui étaient avant 2 mondes complètement séparés. Avec un recours à des prestataires externes, des compétences internes, comment se fait un peu le partage entre les deux
Oui, entre les oui, deux oui. On univers? essaie d'internaliser au maximum les compétences, puisque c'est des métiers pérennes. Oui. Et voilà, on préfère former les équipes sur ces sujets. Alors, autre métier concerné, je dirais un peu par ricochet, le pilotage économique, comptable et financier, puisqu'il s'agit, on l'a vu, notamment dans la communication extra-financière, de savoir communiquer sur ses réalisations dans ces domaines-là. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça implique pour vous de faire savoir à l'extérieur, ou de témoigner, ou d'attester, ou de certifier, je ne sais pas comment il faut le dire, à l'extérieur, au moment je dirais, d'écrire vos documents extra-financiers? Qu'est-ce que ça implique pour vous concrètement? Je crois que le panorama réglementaire qu'a adressé Viviane montre que ces sujets de RSE qui étaient peut-être un peu isolés avant dans des départements qui faisaient du reporting et des relations avec des agences de notation extra-financière devient, alors, le mot stratégique est peut-être un peu élevé, mais en tout cas s'irrigue dans tous les métiers de l'entreprise. Et donc il faut des compétences pour les équipes RSE d'animation et de gestion de projet, qui n'étaient pas forcément la première compétence de ces équipes, puisque pour des sujets de taxonomie, il faut faire parler les comptables, les juristes, l'équipe RSE pour comprendre comment on applique cela. Et donc il y a un enjeu clé de formation qu'a évoqué Joël. Donc, par exemple, nous, on a fait une formation obligatoire sur la finance durable pour tous les collaborateurs de CNP en France, quel que soit le métier, donc qu'on soit un juriste à la RH ou aux investissements, parce qu'on estime qu'il y a des compétences, un socle de compétences minimum que tout collaborateur du secteur financier doit maîtriser pour que ces sujets soient bien traités en interne. Et le temps est révolu où il y avait 5 experts dans la maison qui pouvaient gérer ces sujets. Il faut diffuser ces connaissances. Et ça peut aller très loin. On voit le sujet qui était évoqué tout à l'heure du rôle du CSE qui s'élargit à la transition écologique. Voilà. Bon, c'est nouveau. Donc comment les partenaires sociaux vont se saisir de ce sujet? Les conseils d'administration avaient déjà cette obligation depuis la loi PACTE de traiter les enjeux socio-environnementaux. On voit qu'ils montent en compétences, ils demandent des formations sur ces sujets, ils posent des questions de plus en plus pertinentes. Voilà. Est-ce que les CSE vont aborder cela et quelles questions ils vont adresser à l'entreprise? Quelles données ils demanderont? Quelles seront leurs exigences? C'est un sujet à défricher ensemble. Voilà, vous êtes au bon endroit pour lancer un appel sur ce sujet. Joël, Vincent, merci beaucoup de ces témoignages concis et précis. On voit tous les chantiers qui nous attendent. Et au-delà de vos 2 domaines de métiers particuliers, on devine derrière que c'est bien l'ensemble des collaborateurs et l'ensemble des métiers de l'assurance qui vont être concernés beaucoup plus rapidement peut-être qu'on ne l'avait pensé par toutes les implications des chantiers qui s'ouvrent. Merci beaucoup. Donc je vais inviter à nous rejoindre Anne-Sophie Luce et Fabrice Auger pour continuer notre tour des pistes des métiers. Anne-Sophie, c'est peu dire que l'on retrouve l'informatique partout dans les métiers de l'assurance. C'est peu dire. C'est peu dire. Pour réduire l'impact écologique de notre secteur, l'intégration de cette dimension est aussi un incontournable. En 2020, AXA s'est mise en ordre de marche pour réussir sa stratégie de sobriété numérique, c'est comme ça que vous l'appelez. Pour nous parler de l'initiative AXA Digital Sustainability, nous vous accueillons aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes en charge des sujets Green IT. Donc rien que le titre donne l'idée du contenu à la DSI d'AXA France. Alors, parmi les challenges à relever vient en tout premier lieu le grand défi de la mesure. Absolument. Parce qu'on nous parle dans la presse, chacun y va de ces tonnes carbone émises. Voilà, je me suis toujours posé la question, mais comment on mesure ces tonnes carbone? On met des capteurs... je sais pas, aux fenêtres ou aux portes. Enfin bref, il y a quand même une sorte de bulle un peu mystérieuse. Donc, dans le domaine particulier qui est le vôtre, que vous a-t-il fallu faire pour évaluer l'impact environnemental de votre SI dans ce domaine? Parce que c'est pas si simple.
Alors absolument. Alors l'économie, tout ce qui est autour de l'environnement, c'est très important chez AXA. C'est un des 5 piliers stratégiques. Et jusque-là, on a toujours eu une évaluation, notamment côté RSE. On a réduit de 60% notre empreinte carbone entre 2012 et 2020, mais principalement à travers des sujets de dématérialisation. On s'est peu préoccupé de l'IT. Et j'ai envie de dire que c'est un peu le bébé du sujet, puisqu'en fait, on découvre plein de choses. Et donc, pourquoi faut-il mesurer ? D'abord parce que l'informatique, ça représente à peu près 4% pour le moment des impacts en GES, c'est-à-dire plus que l'aviation, quand même, il faut s'en rendre compte. Ça croît d'environ 9% par an. Dans le monde, hein, globalement. Dans le monde, hein, dans oui, le monde, dans le c'est monde. ça. Hein. Ça croît d'environ 9% par an. Ce qui est énorme. C'est énorme. Ça consomme 16% de l'électricité mondiale. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, la première chose à faire, c'est de mesurer. Alors, qu'est-ce qu'on mesure ? On mesure principalement les équipements des collaborateurs et on mesure évidemment nos data centers, tout ce qui est l'infrastructure, les machines, c'est-à-dire les serveurs. Évidemment, on passe tous dans le cloud, donc on essaye de mesurer l'environnement côté cloud. Ouais. Et on mesure 2 choses quand on calcule les kilotonnes. On mesure la production de l'équipement et on mesure l'usage de l'équipement. Et je vais revenir sur ces sujets parce que c'est très important. Voilà. Je reviendrai sur la maturité de ces mesures. Alors, qu'est-ce qu'on mesure ? Chaque fournisseur d'équipement de PC donne un nombre d'éléments qui nous permettent, en fait, par PC, par écran, par téléphone, de mesurer l'impact en termes de gaz à effet de serre. On fait un beau chiffre, et puis avec tout ça, on se dit il faut faire un plan d'action. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme plan d'action à travers la mesure ? On essaye d'abord de faire du 80-20. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a le plus d'impact ? Alors, je vais prendre un exemple bête. Vous avez tous un téléphone dans votre poche. Le jour où vous l'achetez, vous avez déjà utilisé 85% de sa consommation. Pour le PC, c'est environ 50%. Je vous laisse réfléchir, oui, parce que la prochaine fois que vous achèterez un téléphone, vous ferez un peu attention. Voilà. Et pour nous, pour la mesure qu'on a faite, l'équipement du collaborateur, c'est plus de 50% de l'impact. Alors, je reviendrai sur la mesure dans le cloud parce qu'on n'a pas tous les éléments. Et donc, évidemment, les premiers éléments qu'on va faire, c'est de travailler sur la longévité de l'équipement. En acheter moins, les réparer, les mettre à disposition. Donc ça, c'est une action vraiment phare sur la plupart des plans. Bon, nous, on passe déjà nos équipements à 4 ans, nos téléphones à 3 ans, donc il faut réfléchir à ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait avec la mesure. La deuxième partie de la mesure, c'est qu'elle nous permet de nous fixer des objectifs. Et donc, quand on croît de 9% par an, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs mesuré chez nous ? Alors, même si on est en double usage, puisqu'on passe dans le cloud, on a encore des équipements dans le data center et des équipements sur le cloud, donc on est un peu en double usage. Néanmoins, on a mesuré 9% par an. Il faut compenser, c'est quand même la première chose à faire. Donc, on mesure l'effort, par exemple, sur la durée des équipements. Prolonger d'une demi-année, ça nous permet de compenser finalement une bonne partie de ces effets de croissance, qu'ils soient sur les écrans. On réfléchit avec la RSE et l'environnement de travail, c'est là où les métiers s'intègrent, hein, vous avez raison. Typiquement, on a des doubles écrans pour le confort de certains collaborateurs, que ce soit les centres de services, les data scientists, etc. Est-ce que tout le monde a besoin d'un double écran ? Donc, il faut réfléchir globalement à nos projets d'entreprise avec ces éléments-là. Et pour finir, la mesure n'est pas complète, notamment sur le cloud, donc les grands fournisseurs de cloud, Amazon, Microsoft, ou bien simplement des informations sur les outils d'Office 365, on ne les a pas. Il faut vraiment qu'on fasse un lobbying avec l'ensemble des compagnies du monde pour arriver à avoir ces informations. Parce que, on va voir, il y a des éco-gestes à faire sur les emails, néanmoins, on ne sait pas combien coûte Teams. Donc on ne sait pas si Teams est vraiment tellement plus efficace, on ne sait pas de combien. Et ça, on ne sait pas le quantifier, et ça nous limite dans les mesures. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes plusieurs, nous sommes très nombreux à avoir découvert beaucoup de choses en quelques minutes, hein, notamment le poids déjà des équipements que l'on achète, les interrogations qui pèsent sur l'usage, notamment
de type Teams, de ce que vous évoquez. Il y a encore, et donc les démarches de lobbying à faire auprès des fournisseurs extrêmement puissants pour obtenir ces informations. Et puis ce que l'on devine également au travers de votre propos, c'est en arrière-plan que, notamment sur l'exemple de la durée de vie des équipements, c'est que quelque part ça interpelle un peu tout le monde, parce que comment chacun de nous peut-il contribuer à gagner quelques mois, quelques semaines, et lorsqu'on additionne tout cela au bout du compte, les effets peuvent être assez énormes. C'est bien cela ? Absolument. Et c'est un impact sur la réflexion qu'on a également dans sa famille, quand on a des ados qui veulent le dernier iPhone. Est-ce que vraiment on n'a pas une réflexion globale à avoir ? C'est vrai, ça peut avoir d'autres usages, effectivement. Alors, en préparant notre échange, je suis tombé sur une déclaration du Chief Technology Officer d'AXA, et je le cite. Il indiquait « La digital sustainability, c'est comme la sécurité ou la qualité. C'est l'histoire de tout le monde, tous les jours. Il faut que l'on trouve les façons d'intégrer ces concepts de manière très tangible dans le quotidien de tous nos collaborateurs. » Alors, vaste sujet. Pourriez-vous en quelques mots nous indiquer au moins quelques pistes de sensibilisation par rapport aux équipes ? Alors tout à fait, c'est d'autant plus intéressant qu'on a commencé, nous, fin 2019 et en 2020, on est vraiment parti très bottom-up, c'est-à-dire les collaborateurs voulaient absolument travailler sur le sujet, et ça n'a pas été très efficace parce qu'en fait on a beaucoup travaillé sur les éco-gestes, le Covid est arrivé en plus, donc on a eu du mal à diffuser. Et en fin 2020, je me suis fait la réflexion avec David, notre DSI, que finalement, il valait mieux organiser, et plutôt que d'avoir des choses à côté, de faire des actions dans le quotidien des collaborateurs. Et on a un plan en 3 parties. Le premier, c'est de suivre les mesures et d'avoir un plan d'action qui rapporte. Mais le deuxième, il est de monter globalement la maturité de tous les collaborateurs, pas que l'IT. Et le troisième, c'est vraiment de faire du Green IT by Design. Donc je vais revenir sur le dernier d'abord. Le Green IT by Design, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu de penser Green à côté ou RSE à côté, l'idée c'est de dire, dans toutes les activités que je fais, quand je prépare une solution pour les métiers, quand je fais un projet, je pense sur tous les métiers de l'IT, je pense à comment intégrer le green. Et donc, on a fait une gouvernance, on a eu des représentants de tous les métiers. Alors, l'architecture d'entreprise, parce que quand on projette son SI dans le futur à 5 ans, est-ce qu'on dégrade, est-ce qu'on améliore l'impact environnemental ? L'architecture de solution, quand on implémente la solution, est-ce qu'on améliore, est-ce qu'on dégrade ? Il y a des règles du UX, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la façon dont on définit notre solution digitale, elles peuvent être plus ou moins impactantes. Donc les règles alors l'UX, c'est ce qu'on appelle l'UX design, c'est vraiment la façon dont l'utilisateur va être, c'est l'ergonomie finalement pour l'utilisateur. Les testeurs, donc typiquement, ils créent des environnements de test, ils oublient de défaire l'environnement de test potentiellement. Donc, comment au quotidien rendre tous ces éléments de Green IT dans le développement, dans les tests, dans la façon dont on produit, pour s'assurer que petit à petit, notre environnement ne se dégrade pas. Et ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, elle est de développer la compréhension de l'ensemble de toute la compagnie à l'impact green. Donc, on a dit les éco-gestes, bien entendu. Les éco-gestes parce que acheter un téléphone, envoyer un email, quand vous l'envoyez à votre voisin, il fait 15 000 km quand même. Donc, mieux vaut envoyer un SMS, ça sera plus court et ça consommera moins. Donc, tous ces éco-gestes, on les a décrits et puis on les communique régulièrement. On a aussi mis nos jeunes talents au service du Green. Certains d'entre eux ont proposé un petit projet qu'ils ont appelé le DigiScore. Vous savez, le DigiScore, c'est ABCD avec les couleurs. Chaque collaborateur, on le met en place, chaque collaborateur aura son propre DigiScore de comment il gère sa boîte mail. Et puis plus globalement, à travers le groupe, on a une grande entreprise, une grande école de formation qui est le AXA Climate, qui va former les 120 000 collaborateurs du groupe et toutes les entreprises extérieures, si elles le veulent, sur la gestion du climat, les gestes par métier. Donc c'est une façon d'intégrer le green dans ce contexte.
c'est effectivement impressionnant de voir à quel point le déploiement à cette échelle, effectivement, va impliquer chaque collaborateur dans le détail, dans l'ordinaire de son activité quotidienne. Dans son activité, dans ses gouvernances, dans ses documents. Et je pense qu'il est vraiment le temps de le faire parce qu'il nous arrive des éléments technologiques importants. On a évidemment le big data, on est l'IoT, la 5G. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous frugales et raisonnables dans la façon dont on pense nos besoins. Si c'est que l'IT, on n'avancera pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fabrice Auger, je me tourne vers vous. Donc vous êtes actuaire à la Maïf. Alors, l'initiative dont nous allons parler maintenant est une première. Quand je dis une première, je crois que c'est une première mondiale, me semble-t-il. C'est en effet la première fois qu'une autorité de contrôle organise avec les groupes bancaires et organismes d'assurance placés sous sa responsabilité un exercice aussi complet d'évaluation des risques associés au changement climatique. Entre juillet 2020 et avril 2021, 15 groupes d'assurance représentant 75% du bilan consolidé de la profession se sont engagés dans cette analyse d'impact. Merci de nous avoir rejoints. Donc vous êtes responsable actuariat et provisionnement à la Maïf, et pour laquelle vous avez, piloté cet exercice avec vos équipes, et donc en lien avec l'autorité de contrôle. Alors, Fabrice, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consistait cet exercice? Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Je vais peut-être resituer le contexte aussi par rapport aux interventions qui viennent de se tenir. On a beaucoup, au cours des interventions, regardé l'aspect comment limiter nos émissions, finalement, soit à travers la gestion d'actifs, soit à travers, après tout, de l'organisation de bâtiments. C'est assez réducteur, mais on peut le traduire comme ça. Et aussi à travers l'impact DSI. Néanmoins, malgré tout cela, il faut se préparer à avoir au moins 1,5 degré de réchauffement à horizon 2050. Et on le prend dans l'autre sens, à savoir, mais quelle est la santé financière du marché de l'assurance dans un environnement où le réchauffement climatique est bien là, malgré les actions qu'on a déjà entreprises. Et malgré aussi peut-être une vision optimiste d'en rester à 1,5 degré. Alors, l'objectif, c'était justement de chiffrer les impacts sur le compte de résultat des sociétés d'assurance et donc de juger notre santé financière à horizon 2050. Je vais juste m'attarder un tout petit moment sur horizon 2050. Ça paraît loin, c'est à 20 ans, ça paraît très court aussi à l'échelle du changement climatique, mais c'est aussi, j'ai l'impression, une des rares fois où on nous demande de nous projeter aussi loin dans l'avenir. C'est vous dire le niveau de préoccupation qu'a le marché et qu'a l'ACPR de la santé financière du marché de l'assurance et des bouleversements qui risquent de survenir dans le marché de l'assurance. Donc ça nous motive pour faire ce type d'exercice, inévitablement. Et inévitablement aussi, c'est un premier exercice. Comme vous l'avez dit, un peu une première mondiale. L'idée, c'est tout autant de nous mettre le pied à l'étrier, d'imaginer peut-être des scénarios, d'imaginer comment répondre, plus que d'avoir un chiffrage qui, en tant que tel, détient la vérité par rapport à un tel horizon de 2050. Alors, je reviens aussi sur un autre angle. Quels sont les risques, finalement, qu'on nous a demandé de chiffrer? Il y a les risques physiques, on les connaît tous, c'est les inondations, par exemple, c'est tout ce que le changement climatique va entraîner comme conséquence physique. Il y a le risque dit de transition, c'est à savoir la valeur des actifs des sociétés d'assurance. Est-ce qu'elles n'ont pas un risque d'être complètement dévalorisées pendant la phase de transition énergétique parce qu'on aura investi dans des secteurs de l'économie qui auront beaucoup moins d'utilité lorsqu'on aura franchi tout ce cap de la transition énergétique. Il y a des impacts aussi sur la santé. Dans le scénario qui était imaginé, avec un réchauffement climatique, on voit l'apparition de certaines maladies qui n'existaient pas auparavant dans certains secteurs de la France, par exemple des maladies colportées par des moustiques. Voilà un petit peu les aspects qu'on a cherché à regarder. Et en arrière-plan, il y avait une idée de faire un second tour par rapport à ces chiffrages, c'est de se dire, par rapport à une situation économique attendue assez mauvaise, qu'est-ce qui va se passer sur le secteur de l'assurance? Est-ce que l'assurance va toujours chercher à assurer tous les risques, quels que soient ces risques, quelle que soit leur localisation? Donc la CPR escomptait
qu'à partir des premiers chiffrages, on fasse ce deuxième tour et cette réflexion pour dire non, l'assurance, ça posera de gros problèmes d'assurer certaines zones géographiques. On a tous certaines en tête en regardant les informations. Voilà un petit peu ce que je peux décrire sur cet exercice et évidemment une approche forcément modeste qu'on peut avoir par rapport à ça. Alors, en quoi dans cet exercice, parce que vous nous avez parlé de cet horizon effectivement éloigné, 2050, en quoi les responsables d'actuariat se sont trouvés un peu, on va dire, bousculés par ce type de demande, eux qui ont peut-être plus l'habitude de regarder plutôt ce qui s'est passé un peu avant, plutôt que se projeter devant, en tout cas de se projeter aussi longtemps devant. Oui. Alors, je vais peut-être plus parler même au nom de l'ensemble des métiers du pilotage économique et du chiffrage économique au sens large, et tous ceux qui interviennent dans ce cadre-là. Alors c'est vrai, on se retourne vers nous dès qu'il y a des chiffrages à faire. On a, entre guillemets, l'habitude d'en faire. On chiffre tous des plans stratégiques, des business plans, des choses comme ça. Donc forcément, on se retourne vers nous. Et c'est là où on s'est heurté à quelques difficultés. Première difficulté, ce que vous soulignez, l'horizon 2050. On peut jouer sur les mots, mais on a l'habitude peut-être de faire des prévisions. Et là, on nous demande peut-être tout autant un exercice de prospective. Et là, l'exercice est quand même un peu différent et fait appel certainement à des compétences un petit peu différentes. Ensuite, on s'est trouvé face à beaucoup d'inconnus. On a, entre guillemets, l'habitude de chiffrer des problématiques où les inconnus sont un peu réduites. Chiffrer un nouveau produit, on le chiffre dans le cadre de l'activité actuelle. Et donc, le reste de l'activité n'est pas perturbé. Là, si on se place dans un contexte de changement climatique, on a à la fois la survenance de plus de risques physiques. À l'actif, on a potentiellement le risque de transition qui peut influencer sur nos valeurs d'actifs. Donc, l'ensemble du milieu est complètement perturbé. Et on peut même aller encore plus loin dans l'exercice de prospective. Quel sera le marché de l'assurance dans 10 ans ou dans 20 ans? Est-ce que les contraintes climatiques, par exemple, ne vont pas nous forcer à limiter énormément l'usage de certains moyens de locomotion qui feront que le risque sera complètement différent par rapport à aujourd'hui. Donc là clairement, il y a des vraies difficultés. Ce que j'ai dit un petit peu en creux, c'est que derrière ça, il y a tout un monde de rupture qui nous attend d'ici 2050. Et c'est celle-là aussi qui est la difficulté. Et c'est vrai que dans le cadre de l'exercice ACPR, par exemple, clairement, on n'a pas chiffré de rupture. Les éléments qui ont été chiffrés résultent d'études très sérieuses, faites notamment par la Caisse centrale de réassurance sur le risque physique, et donc ils sont quand même très bien placés pour analyser notamment toutes les catastrophes naturelles, c'est leur métier. Et les projections dont on disposait étaient une hausse relativement tendancielle de la sinistralité. Et derrière cela, finalement, on s'est réfugié derrière ces prévisions pour chiffrer quelque chose de tendanciel, alors que le changement climatique va nous apporter des ruptures qu'on a des grosses difficultés à chiffrer. Merci de ces réponses honnêtes. Alors, vous nous avez dit que cet exercice avait été... Oui, lorsque nous avons préparé la réunion, vous m'avez dit qu'au fond, cet exercice avait été un catalyseur. Je cite votre mot. En quoi... Et ce mot catalyseur, je l'ai retrouvé... enfin, cette idée, en tout cas, de catalyse dans les exercices, quels que soient les métiers, on le retrouve dans différents domaines de métiers. C'est-à-dire qu'effectivement, même si on ne sait pas complètement, à un moment donné, on crée des événements, on se met au moins dans des ruptures de pensée, à tout le moins, pour imaginer d'autres scénarios. Et le simple fait de se poser les questions et de se les poser en groupe, avec des livrables concrets à produire aussi, crée des effets et des effets d'apprentissage collectif. Alors, en quoi une évaluation avec autant d'inconnus, pour le coup, peut-elle constituer une autre manière d'apprendre? C'est vrai que cet effet catalyseur est très important. Clairement, et pour rejoindre ça, l'idée de travailler autour de scénarios, par exemple, est souvent tout aussi enrichissante en termes de réflexions qui sont posées autour du scénario que de résultats de ce scénario. Après, justement, les solutions, il va falloir les trouver, et les réponses, il va falloir les trouver. Et c'est vrai que dans les métiers du chiffre, on avait beaucoup l'habitude d'aller regarder derrière, dans les profondeurs d'historique, des choses.
Là, on est un peu embêté, sincèrement, vu ce qu'on nous annonce pour aller chercher dans les historiques. Donc, plutôt que d'avoir une vision peut-être verticale, regardez dans l'historique, il y a la notion de travailler beaucoup plus en horizontal sur des tas d'aspects. Là, on va rejoindre les métiers de la donnée, récupérer de la donnée, ce qui peut attendre une grande partie du territoire français en termes d'inondation, peut peut-être être extrapolé de certaines zones qui existent déjà et qui sont soumises régulièrement, notamment dans le sud de la France, à des phénomènes d'inondation et de crues soudaines. Ce qu'on ne va pas aller chercher dans la profondeur, on peut aussi aller chercher dans la largeur en allant chercher d'autres métiers et en renforçant nos contributions avec d'autres métiers et peut-être même avec des nouveaux métiers. Clairement, la climatologie va nous intéresser de plus en plus. Les métiers de la donnée, mais aussi, je pense, toute l'expertise qui a toujours été très importante, mais qui, je pense, est encore plus importante aujourd'hui, de remonter du terrain. Les expertises métiers dans toute la gestion des sinistres, pour réussir à extrapoler justement leurs difficultés actuelles, leurs difficultés aussi peut-être un peu passées sur certains types de sinistres, pour chercher à se prolonger dans la généralisation de certains phénomènes extrêmes. Donc clairement, il y a une vraie ouverture à avoir, je pense, sur tous les métiers du chiffre. Quelque part, c'est du bon sens aussi d'évoquer ça, mais ça ne mange pas de pain de le rappeler et de dire que demain, on y sera beaucoup plus appelé. Et par rapport aussi à tous ces échanges, quelque chose qui va être très important, ça va être la vulgarisation. C'est quelque chose qui est souvent reproché au métier du chiffre, c'est la difficulté à porter des idées simples, à expliquer des mécanismes assez simplement. Par rapport à des choses qu'on connaît très mal, je pense qu'il est très important de savoir dire les hypothèses qu'on est capable de poser, les limites des exercices qu'on a pu faire et les gros mécanismes qui sont en œuvre. Et là, on revient encore aussi à la logique de scénario pour expliquer un petit peu comment les choses se passent. Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup Anne-Sophie de ces témoignages. On voit bien effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vos métiers qui sont des métiers techniques, vous nous avez donné envie, nous qui ne sommes pas techniciens, en tout cas moi qui ne le suis pas, lorsque nous avons préparé ces sujets, on voit bien, je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, à voir tout ce qu'il y a derrière. Et moi le message que je retiens, c'est ça nous intéresse tous. Deux, nous sommes tous en mesure quelque part de comprendre quelque chose, ou en tout cas d'apprendre tous ensemble, puisque finalement c'est bien l'ensemble des équipes qui sont embarquées dans un grand apprentissage collectif à l'échelle, comme on dit de nos jours. Et merci de nous avoir donné à voir ce qui est en train de se préparer dans les coulisses, et de moins en moins dans les coulisses. Merci beaucoup. On va les applaudir. Voilà. Pour conclure notre table ronde, voilà, j'ai invité Viviane Leflève à partager quelques réflexions sur ce que nous avons vu. Alors, votre parcours, Viviane, est très riche. Vous êtes une ancienne de la CPR. Vous avez été très active encore, je crois, à l'Institut des actuaires. Et chez KPMG. Vous avez été placé dans votre parcours professionnel aux premières loges de Solva 2, depuis la conception jusqu'à il y a quelques années déjà, jusqu'aujourd'hui, son suivi, son actualisation, on l'a vu dans votre intervention. Alors, au-delà de leurs objets respectifs, il y a Solva 2, ça c'était hier, et puis il y a ces nouvelles normes aujourd'hui en gestation. On a vu l'effet qu'avait eu Solva 2 sur les métiers, et on a eu envie de vous poser la question, est-ce que vous faites un parallèle entre le Solva 2 d'hier qui a transformé pas mal de métiers aujourd'hui et ces chantiers-là qui émergent en matière climatique qui pourraient changer pas mal de nos métiers demain? Alors entre ces deux mouvements, quel point commun vous voyez? Et puis aussi peut-être quelle différence vous anticipez entre la trajectoire passée de Solva 2 et puis la réglementation climatique qui est en train de s'écrire? Alors, cette comparaison, elle a un intérêt. Alors, à l'évidence, l'objet principal des deux réglementations est différent. Alors, néanmoins, elles ne sont pas complètement disjointes. On voit qu'effectivement, elles se recoupent, à la fois parce que les autorités européennes utilisent Solvabilité 2 comme un véhicule
pour intégrer des préoccupations à RSE. Et puis ça se recoupe forcément autour de la notion de gestion des risques, d'identification des risques, de mesure des risques, de mesure de maîtrise des risques. Et dans la mesure où les risques environnementaux et sociaux sont des risques de plus en plus significatifs, forcément, la trajectoire RSE va se rejoindre sur ce point avec la trajectoire de solvabilité. Après, au-delà de ça, il y a d'autres éléments communs et qui me semblent intéressants de souligner pour en tirer des enseignements. Le premier élément, c'est que Solvabilité 2, comme la démarche RSE, sont des véritables projets d'entreprise, d'envergure. C'était déjà vrai de Solvabilité 2, qui a embarqué beaucoup de métiers. Et là, on voit que ça allait encore plus sur le sujet RSE. Et ça a une conséquence pratique en termes d'organisation, c'est qu'il faut organiser la subsidiarité. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que chacun soit impliqué et que donc on ait bien une déclinaison de la démarche dans l'ensemble des directions opérationnelles, parce qu'un département RSE, c'est clair, ne peut pas tout seul porter l'ensemble des travaux et l'ensemble des initiatives. C'est juste pas possible. Et de l'autre côté, il faut garder une cohérence d'ensemble, garder une coordination pour éviter que ça fonctionne en silo. Et l'expérience pratique de ça sur Solvabilité 2 montre que c'est loin d'être facile. Et donc, c'est une préoccupation forte de maintenir effectivement cette synergie quand on déploie à l'ensemble des métiers de l'entreprise. Le deuxième point commun, c'est qu'à l'évidence, ce sont des démarches qui vont être très fortement marquées par la composante réglementaire. Ça a des conséquences fortes sur les travaux qu'on mène parce qu'on ne les choisit pas ou pas complètement. On a certaines options, certaines modalités de mise en œuvre. Mais il y a une partie de passage obligé. Et dans le passage obligé, il y a notamment le calendrier. Et ça présente, à mon sens, un double risque. Le premier, c'est de se laisser dépasser par les délais. Et du coup, de devoir gérer le délai. On le voit, un autre projet qui impacte certains assureurs, qui est la mise en place de la norme IFRS 17. Aujourd'hui, au fur et à mesure que la date d'entrée en vigueur se rapproche, on se retrouve dans un certain nombre de cas contraints par le temps. Et ça veut dire qu'on peut, dans certains cas, se retrouver dans une situation où on se dit qu'on aurait une démarche plus pertinente, plus intelligente, plus participative qu'on voudrait mettre en œuvre, et on n'a juste plus le temps de le faire parce qu'on est obligé de tenir le jalon et de tenir la mise en conformité. C'est un risque important et je ne connais qu'une façon de le limiter, c'est une veille active sur l'ensemble de ces réglementations, les comprendre quels vont être les impacts, pour pouvoir, dès le départ, l'intégrer aux différents projets qu'on a aujourd'hui. Parce que si on doit, ex post, le réintégrer à la va-vite dans un certain nombre de projets, on y arrive toujours, puisqu'il y a la contrainte réglementaire. Mais on perd beaucoup, ça coûte plus cher, et souvent, la solution à laquelle on arrive, elle est moins bonne. Le deuxième risque, et pour moi il est absolument majeur, c'est celui de finalement ne plus voir dans ces démarches que la partie de mise en conformité et de perdre un peu son âme au passage. Et c'était déjà un risque que je voyais dans Solvabilité 2, parce que pour moi la solvabilité d'une entreprise, ça ne s'est jamais résumé au calcul d'un ratio réglementaire, à la production d'un reporting ou à un stress test. C'est des éléments important, mais ce sont des outils, ce n'est pas l'objectif. Oui, personne n'est jamais tombé amoureux d'une marge de solvabilité. Je ne pense pas, même moi. Et pourtant, j'ai été présidente 10 ans de la commission prudentielle de l'Institut de l'actuaire. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que ce sont des outils, ce n'est pas l'objectif. Et donc déjà, dans le cadre de la solvabilité, c'est dommage de faire cette confusion, mais si on devait la faire dans le cadre de la démarche RSE, ce ne serait pas seulement dommage, ce serait désastreux. Ce serait désastreux parce qu'on passerait à côté du fait, et c'est pour ça que j'ai tenu à le rappeler en introduction, le fait de dire oui, il y a un panorama réglementaire, mais à la base, c'est pour répondre à des crises qui existent aujourd'hui. C'est pour répondre à des attentes qui existent aujourd'hui. Et donc, si on se limite à la mise en conformité, on risque à la fois de ne pas répondre
ou pas répondre suffisamment ou apporter une réponse incomplète à toutes ces attentes. Et ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on risque de laisser passer l'occasion formidable, la chance formidable que c'est pour le secteur d'apporter du sens et donc de l'attractivité. Et on sait, j'ai jamais compris pourquoi, mais on a un problème d'image dans le secteur de l'assurance et d'attractivité. On a là une chance formidable à saisir. Et si on l'aborde uniquement sous l'angle de la mise en conformité avec un reporting et une taxonomie européenne, franchement, je ne pense pas qu'on va faire vibrer les foules. Alors que faire vibrer les foules sur les sujets RSE, je pense qu'on peut le faire et c'est une chance formidable et l'assurance est très bien placée pour le faire. Voilà des messages forts et clairs, comme on dit dans les armées. Pour conclure, après-demain, on sera le 21 octobre, et les 10 000 salariés de KPMG France ne seront pas au bureau, ils ne seront pas chez leurs clients non plus, ils ne seront pas en télétravail. Pour autant, ils ne seront pas en congé. Alors dites-nous, on va les trouver pourtant fort actifs, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après-demain? Dites-nous. Alors effectivement, le 21 octobre, c'est un jour spécial pour KPMG, puisque c'est le jour que nous avons choisi pour justement manifester notre engagement à être un cabinet responsable. Et c'est une journée de mobilisation solidaire. Donc le thème qui a été choisi après une consultation de l'ensemble des collaborateurs, c'est le thème de l'environnement. Et donc concrètement, ce qu'on va faire partout en France, là où est implanté KPMG, c'est des collectes de tri et des collectes et tri de déchets avec des associations. Il y en a à peu près 200, puisque l'idée évidemment c'est de le faire à côté de notre lieu de travail ou notre lieu de vie. Il ne s'agit pas de faire des grands déplacements à travers la France pour ça. Après, on sait très bien que ce n'est pas en une journée qu'on va sauver la planète. Et on sait très bien aussi que notre engagement à être un cabinet responsable, c'est chaque jour, dans chacune de nos actions, avec nos collaborateurs, auprès de nos clients, à l'égard de la société civile, qu'on veut le porter. Et donc, à mes yeux, si vous me permettez la comparaison, c'est un peu comme un 14 juillet. Je me sens tous les jours citoyenne, j'ai tous les jours envie de rendre à mon pays ce qu'il m'a apporté, et après, c'est le 14 juillet que je vais le manifester avec mes concitoyens. Eh bien, pour KPMG, ce 21 octobre, c'est un peu la même idée. C'est l'événement autour duquel nous nous retrouvons pour manifester et célébrer ensemble cet engagement à être un cabinet responsable qui nous unit et que tous les jours de l'année, dans chacune de nos actions, on tient à manifester. Merci beaucoup Viviane de ce témoignage. Merci à tous nos témoins parce qu'ils donnent, je crois qu'ils ont donné une belle image de deux caractéristiques des collaborateurs de l'assurance, techniquement précis et pointus, tout en restant humainement extrêmement motivés, inspirés. Et je crois que ce doux mélange est bien passé dans chacune de vos interventions. Je donne la parole à Norbert. Merci. Attendez. Merci, oui, à tous nos intervenants. On a 3 minutes, donc on est large. Ceux qui nous connaissent savent que là, on a fait un record. Parce qu'habituellement, on a plutôt tendance à déborder facilement d'un quart d'heure, une demi-heure, voire 3 quarts d'heure devant la foule en délire. Là, virtuellement, c'est plus difficile à sentir. Donc, c'est pour ça qu'on est content de vous avoir ici pour quelques-uns. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos intervenants, puisqu'on les a sous la main, donc on les tient, les portes sont fermées. Est-ce que vous avez des questions à leur poser, principalement sur la thématique que l'on vient d'aborder de ce défi climatique. Puis après, on a aussi des questions qui nous viennent de la part des internautes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Christophe. Oui, bonjour. C'est un petit complément sur les mesures. Étant donné qu'on fait du télétravail... Est-ce que tu peux dire qui tu es, Christophe? Ah oui, donc Christophe Ionescu, CNP Assurance, et je suis actuellement en charge d'animer un petit think tank qui s'appelle La Fabrique d'Assurance, que vous connaissez peut-être. Et si vous ne connaissez pas, allez voir lafabriquedassurance.org sur Internet. Voilà. Et dans le cadre de nos réflexions, chaque année, on traite des thématiques. Cette année, on traite la thématique de jusqu'où peut-on repousser les limites de l'assurance. On s'intéresse beaucoup à la RSE. Et dans ce cadre,
Moi, j'ai une petite question, c'est qu'avec le télétravail, on est en mode hybride. Et pour les mesures de consommation d'émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'on a pensé à aller mesurer la consommation des équipements des collaborateurs à leur domicile, enfin, ou faire une règle de 3 basique pour pouvoir l'inclure? Anne-Sophie, vous voulez répondre? Et il faudrait que je vérifie s'ils ont fait cette hypothèse, mais il me semble que oui, mais avec des hypothèses, en fait. Parce qu'en fait, on prend le nombre de collaborateurs et on multiplie par l'usage moyen, etc. Donc je pense que oui, mais je vérifierai. Oui, puis j'imagine que ça suppose aussi voilà, de la performance énergétique de la maison dans laquelle on se situe, appartement ou pavillon, etc. Ça peut aller loin. Oui. On a... Oui, si on va jusqu'au bout, c'est vrai que là, on a présenté quelques métiers, mais il y en a un autre aussi qui me venait à l'esprit, et ce ne sera pas le seul, parce qu'actuellement, il y a une campagne de publicité de la part d'un assureur niortais avec des petits personnages filigrames à propos de l'utilisation des pièces de réemploi en réparation automobile. Je pense que ça participe également du développement durable, et donc on a tout un chantier du côté de la fonction indemnisation des acheteurs qu'il y a derrière, qui sont également concernés pour voilà, naviguer dans ce sens-là également. Et ça, typiquement, le réemploi des PC, c'est pris en compte dans les calculs, soit si c'est fait, soit comme axe de réduction, bien sûr. Merci. On a une question, parce que la conférence est internationale, vous l'avez compris. Donc nous avons une question de Nayar. Dans les Touchèvres, qui nous demande, voilà, on note le maintien d'un haut niveau d'accès à la formation dans l'assurance, comme les années antérieures. 9 personnes sur 10 sont allées en formation au moins une fois dans l'année. Et je compte bien des personnes, pas des stagiaires, comme c'est l'obligation dans la restitution des plans de formation en entreprise. Donc c'est toujours aussi exceptionnel, mais on a une chute importante de l'ordre d'un tiers de la durée moyenne de formation. Alors on a donné quelques éléments de réponse pour dire qu'il y avait dans une large mesure, il y avait beaucoup de e-learning qui avait été déployé pendant cette période-là. C'est-à-dire que 90% des personnes formées ont bénéficié d'actions dans le cadre du e-learning en termes de modalités pédagogiques, sachant que la durée moyenne de ce qui a été dispensé en formation ouverte et à distance était de 12 heures. D'où ma remarque tout à l'heure, je suis peut-être passé un peu rapidement sur ce sujet-là, lorsque je dis est-ce que avec la même unité de mesure, c'est-à-dire l'heure de formation, est-ce qu'on mesure toujours la même chose? Une heure de e-learning ou une heure de présentiel, ça ne produit pas la même chose. Donc 12 heures de FOAD en moyenne versus 22 heures TTC, tout compris, il y a sûrement à aller plus loin, à gratter plus loin dans le détail pour comprendre un peu l'efficacité de la formation. Ce qui nous renvoie aussi à une étude qu'on avait publiée en 2007, si j'ai bonne mémoire, sur le sujet de la formation, qu'on avait même présenté tout un symbole au CNAM dans l'amphithéâtre de l'abbé Grégoire, où le sous-titre de l'étude que l'on publiait, c'était la formation, comment passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Et là, on est en plein dedans à se poser la question finalement de la performance de la formation, de ce qu'elle produit réellement, au-delà des moyens mis en œuvre en termes de taux d'accès ou de durée de formation. Parce que ça ne dit rien finalement de ce qui se passe lorsque la personne formée retourne sur son poste de travail.